And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty got a Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue à tous pour un nouveau numéro des entretiens du Winamax Football Club. Regardez où on est en plein cœur du stade de la Méno à Strasbourg. On est parti à la rencontre de l'attaquant star du Racing Club de Strasbourg, monsieur Kevin Gamero. On est revenu sur toute sa carrière, sur Simeone, sur tous ses coachs, sur son appétit du but et sa jeunesse et son retour évidemment à Strasbourg. Savourez ce nouveau numéro du Winamax Football Club, l'entretien. Police on the beats we run. High rise, you're not equal chunk. Kevin, merci beaucoup d'être avec nous dans ce nouvel entretien du Winamax FC. Alors je résume rapidement, 4 Coupes d'Europe, un titre de champion de France et aussi vainqueur du tournoi à Toulon en 2016. Ta première victoire, ça? Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? C'est un tournoi qui marque, je trouve. Ouais, c'est un tournoi qui marque parce que voilà, c'est avec l'équipe nationale. C'est surtout un tournoi qui est beaucoup regardé aussi. Et du coup, je me rappelle qu'à la base, je ne devais même pas y aller. J'ai été parce qu'il y avait un blessé. Du coup, j'étais un peu appelé en dernière minute. Et au final, meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi avec ce trophée, c'est quand même une belle chose pour commencer, quoi. À quel moment de ta carrière tu t'es dit là ça y est, la carrière professionnelle de footballeur peut réellement s'envisager et même potentiellement faire une très bonne carrière? Franchement, je sais pas. Après, je vais t'avouer que depuis tout petit, il n'y avait que ça qui comptait pour moi. Dès l'âge de 5 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, c'était footballeur. Et voilà, je voyais que ça. Du coup, ça m'a donné cette force aussi pour réussir. J'avais qu'un objectif dans ma petite vie au départ, c'était d'en arriver là. Après, j'ai fait étape par étape. Quand tu fais des sélections en Picardie quand tu es jeune, après tu arrives en Alsace au centre de formation à Strasbourg. Après, tu grappilles les échelons petit à petit et j'ai eu la chance de pouvoir jouer aussi en pro assez jeune et de pouvoir marquer. Du coup, ça aide aussi pour commencer et après, c'est venu au petit à petit et naturellement. Ta venue au football enfant, elle s'est faite donc en banlieue parisienne, très compliqué parce que là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui veulent percer dans le foot. C'est là où il y a la plus grosse concentration de joueurs. Ça peut péter un peu la jungle pour essayer de se faire remarquer que ça. Quel souvenir tu as de cette venue au football Après, j'ai joué, quand j'étais jeune, j'ai joué à Marly-la-Ville dans ma petite ville. Et après, dès l'âge qu'on est passé sur grand terrain, un terrain 11, je suis parti dans l'Oise. Comme mon père connaissait aussi des personnes à Chantilly. C'était quand même un bon club de la région. Et c'était pas très loin, c'était à 15 minutes de la maison. Et du coup, j'ai été faire des tests là-bas pour intégrer ce club. Et c'était vraiment un club où il y avait de très bons joueurs aussi et où il y avait surtout des recruteurs qui viennent voir les jeunes pour le centre de formation. Du coup, c'était un choix de partir là-bas aussi parce qu'il y avait peut-être plus de possibilités pour moi. Parce que c'est vrai que j'étais petit, j'étais un peu frêle. Et du coup, là-bas, c'était moins physique, on va dire, que l'Île-de-France. Alors, de retour chez toi, à Strasbourg, à 34 ans, dans le brouillard alsacien, est-ce que tu imaginais ce retour à Strasbourg aussi rapidement? Parce que tu peux comprendre, nous, observateurs du foot, les gros clubs en Espagne, et puis d'un coup basculer sur Strasbourg, tu comprends que ça a pu surprendre. Et voilà, explique-nous un peu ce retour à Strasbourg, est-ce que tu l'imaginais aussi rapide? Aussi rapide, je sais pas. Après, je l'ai toujours dit durant toute ma carrière que ce serait un honneur pour moi et un plaisir de pouvoir revenir ici et rejouer dans ce stade-là. D'autant plus que je ne suis jamais revenu en tant que visiteur. Et après, c'est des concours de circonstances et voilà, j'étais en fin de contrat. J'ai eu des offres à l'étranger très bonnes financièrement, mais qui ne m'intéressaient pas sur le plan personnel. Et après, c'est des choix de carrière que tu veux faire. Maintenant, j'avais surtout envie, après ce Covid, de retrouver une vraie ambiance dans un stade. Et ici, je connais du monde, je connais le club. Du coup, c'est plus facile pour moi de pouvoir m'intégrer dans un club comme ça. Et voilà, à 34 ans, tu te poses les bonnes questions et j'ai fait le choix de venir ici parce que
ils ont montré l'envie pour me faire venir et je pense que tous les deux on a fait les efforts qu'il fallait pour qu'aujourd'hui je puisse rejouer à la Méno. Strasbourg à 34 ans, mais aussi à 17 ans, à une époque où on voyait passer des Mamadou Niang, des Mickaël Pagis pendant ta formation. Quels souvenirs tu gardes de ça, peut-être de contact justement avec… C'est des souvenirs, pour moi c'était que du plus. D'avoir des Pagis, Luboya, des Mamadou Niang. Quand tu es au centre, à ton poste. Ouais, quand tu es au centre de formation, que tu viens les voir jouer à la Méno, c'est un rêve. Tu te dis putain, un jour j'espère que je pourrai déjà jouer dans ce stade et j'ai eu la chance de pouvoir les côtoyer pendant les entraînements et pour moi, rien qu'en les regardant jouer, c'était un kiff et c'est surtout comme ça que j'ai beaucoup appris de ce côté-là. Après, j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans ce vestiaire avec Pagis et Mamadou Niang, de pouvoir discuter avec eux, de nous donner des conseils. Et pour un jeune, c'est toujours du bonus. Et on va dire que c'est comme ça que j'ai appris, c'est en étant discret, mais en les regardant jouer. Strasbourg, 3e meilleure attaque de Ligue 1. Pendant un long moment, même Jean-Marc ne me croyait pas, c'était la meilleure attaque de Ligue 1 pendant un moment. Il y a même 3-4 journées. Si tu nous racontais un peu comment travaille cette attaque au quotidien, les recettes de cette attaque aux côtés de Julien Stéphan? Non, on travaille sereinement. Je pense qu'il y a de très bons attaquants dans ce collectif, des attaquants complémentaires. Et après, on a un style de jeu aussi qui est porté vers l'attaque. Du coup, c'est plus facile pour nous de pouvoir marquer des buts. Et c'est surtout le style de jeu de l'équipe, je pense, qui fait la différence. Là, on a trouvé une stabilité entre l'attaque et la défense et on prend quand même moins de buts qu'au départ et on en marque tout autant. Du coup, c'est que du plus pour nous et je pense que le coach, c'est un kiff aussi pour un coach. Et surtout quand il y a un attaquant qui joue, il marque, quand l'autre ne joue pas, il range un peu son frein sur le banc, mais quand il fait appel à lui, il marque. Du coup, c'est que du plus pour un club et pour un coach. Rapidement, on a collé un peu une étiquette de l'avenir du coaching français à Julien Stéphan quand il était à Rennes. Ça serait quoi pour toi sa méthode sur les quelques mois que tu as pu passer avec lui pour le moment? Pendant un moment, c'était l'équipe qui récupérait le plus haut le ballon. Est-ce que tu sens une patte Julien Stéphan dans les matchs, au quotidien, dans les entraînements ou même dans son management? Si, on le voit, c'est un coach très, très proche de son groupe, qui aime le beau jeu, qui aime le football. Et du coup, on essaye de retranscrire pendant les entraînements. On fait beaucoup de 11 contre 11, des situations de match. Du coup, ça permet d'avoir déjà ce repère à l'entraînement pour les reproduire après en match. Et je pense qu'on voit que sur ces 2-3 premiers mois qu'on a bien progressé là-dessus, que l'équipe a été montée en puissance petit à petit et on voit qu'il a imposé son style de jeu. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à perfectionner et je pense que le groupe est à l'écoute et il aime bien ce style-là. Tu apprends encore, même à 34 ans, sur ce qu'on peut appeler le début peut-être de la fin de ta carrière. Même encore aujourd'hui, tu peux encore apprendre. Est-ce que Julien Stéphan t'apprend encore des choses malgré tous les grands coachs que tu as connus? On en parlera tout à l'heure. Oui, il y a beaucoup. On apprend à tout âge, on apprend. Et justement, c'est une richesse. Tu peux apprendre d'un jeune, tu peux apprendre d'un joueur un peu plus vieux. Pour moi, il n'y a pas de limite, on va dire. On essaye de prendre à chaque fois quelque chose qui peut t'apporter. Du coup, que ce soit sur un jeune ou même un jeune, quand il parle, je peux prendre un truc de lui qui m'intéresse. Du coup, ça fait progresser aussi. Et moi, je suis toujours dans cette recherche-là. Est-ce que je me trompe si je dis que l'un de tes plus grands moments de ta carrière pour le moment, c'est cette finale de Ligue Europa en 2016? Tu marques un but partout, ta bicyclette qui passe de très peu à côté, un doublé aussi, était décisif sur le 3e but. J'ai revu le match pour préparer un peu cette interview. On te voit complètement entrant sur tout le match. Sur le 3e but, tu casses la cage avec le ballon. Est-ce que ça fait partie de… C'est des moments qu'on n'oubliera jamais dans sa carrière. Après, c'est quand même la troisième qu'on gagne d'affilée. Du coup, et c'est la seule où tu es titulaire, si je ne me trompe pas. C'est la seule où j'étais titulaire. Après, tu as la première où je marque ce penalty dans la séance de tir au but. Un match que je ne devais même pas jouer à la base, parce que j'avais une blessure au ligament interne. Après, c'est plein de petites choses, mais c'est vrai que de partir en Espagne, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et j'ai beaucoup grandi aussi en Espagne. Je pense que c'est un style de jeu qui me correspondait parfaitement.
et j'ai pu côtoyer de très grands joueurs et de très grands coachs. Si tu devais retenir un but de ta carrière sur lequel il y a un supporter du Barça là dernièrement, Elton Mokolo, voilà, il a regardé tous les buts. Il me dit là, je vais voir un assassin du Barça devant moi. Mais ça serait j'ai beaucoup marqué quand le Barça. C'est vrai que tu as beaucoup marqué cette finale aussi, qui était pleine de symboles avec Valence, si je dis pas de bêtises. Si tu dois en retenir un dans ta carrière, ça serait le. C'est compliqué. Moi, je veux dire, le premier, c'est juste à côté. Juste de la tête. Quand je marque mon premier but à la Méno. Je pense que celui-là, je vais m'en souvenir toute ma vie de tous mes buts, mais celui-là est vraiment spécial parce que c'était mon premier but au stade de la Méno. En plus, on perdait 2-0. On arrive à revenir à 2-2 avec 2 buts de la tête d'un petit gamin qui vient de sortir du centre de formation. Du coup, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Valence, c'était aussi des moments compliqués sur la fin du club. Qu'est-ce que tu as ressenti sur cette fin d'aventure à Valence dans la gestion du club? Est-ce que c'est des moments compliqués à gérer pour un joueur, tout ce qui se passe à côté? Je pense que c'était... Ça a beaucoup transpiré sur le terrain en fait. Ouais, c'était très compliqué, on l'a vu. Je pense qu'on fait une première année géniale. On termine 4e, on gagne la coupe du Roi. Tu commences ta saison sereinement, avec un bon groupe, avec un bon coach. Je pense qu'il y avait une ossature qui s'était créée et au bout de, je crois que c'était au mois de septembre, je crois, où il se fait virer et personne ne comprend. Du coup, après, c'est des choses qui arrivent dans le foot, mais c'est vrai que personne n'a compris dans le club. Même les joueurs ont été un peu perturbés. Et après, voilà, il y a un nouveau coach qui arrive, qui essaye d'insuffler un nouveau souffle. Ça n'a pas trop bien pris, du coup, c'était assez compliqué. Et après, la 3e année, tu repars encore avec un nouveau coach. C'est des choses difficiles, mais bon, après, ça fait partie d'une carrière et même dans ces moments-là, on apprend. Avant de passer aux questions plutôt terrain et tactique, si tu devais, souvent les attaquants disent là c'était mon prime, là j'étais un joueur, je pouvais tirer du parking, ça rentrait forcément dans la cage. Est-ce que toi tu aurais une période comme ça? Est-ce que c'était peut-être ta dernière année peut-être à Séville? Clairement c'était la dernière année à Séville, c'est là où je me sentais le mieux. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois aussi épanoui à ce moment-là? C'est là où je fais ma meilleure saison, où je mets 29 ou 30 buts à la saison. Ça faisait deux ans que j'étais en Espagne, je connaissais un peu, je connaissais plus la langue, j'étais mieux adapté et après voilà, le club aussi m'a fait confiance. Et en marquant des buts, tu prends de la confiance, tu emmagasines de la confiance et voilà, c'est des choses que des fois tu peux même pas expliquer parce que des fois tu te sens bien mais tu vas faire un mauvais match et des fois tu vas avoir des petites douleurs mais tu vas faire un super match derrière. La confiance, à peu près pareil, tu essayes de jamais douter, mais des fois un mauvais contrôle, tu loupes le cadre, ça peut faire basculer la balance. On va passer aux questions plutôt terrain, plutôt foot. Est-ce que tu es un égoïste, Kevin Gamero? On parle souvent des attaquants comme des égoïstes. Est-ce que tu penses? Moi je pense que non. Tu l'as même dit quand tu parlais d'Antoine Griezmann, etc., que tu étais plutôt à leur service. Enfin, tu pensais que lui allait être ton service. Finalement, ça s'est plutôt inversé. Est-ce que tu penses que ça aurait pu aller encore plus haut, avoir encore de meilleures stats en étant un peu plus égoïste? Oui, je pense. Après, peut-être, je pense que ça aurait dénaturé mon jeu. Après, c'est une qualité comme un défaut qu'un attaquant peut avoir. C'est trop altruiste, mais bon, je pense que pour ma part, je ne regrette pas du tout ce point de caractère. Quel regard tu portes aujourd'hui sur un peu l'évolution du poste de numéro 9 qui est pas obligé, mais on en voit beaucoup moins. Ces 9 fixes qui vont être vraiment dans la surface des traînées à l'époque des Inzaghi, etc. On n'en voit quasiment plus. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Non, ça se fait très rare. Quel regard tu portes juste sur cette évolution du poste? Même toi, tu as dû un peu t'adapter. Même toi, tu l'avais dit dans une interview, alors j'ai plus le média, il ne m'en voudra pas. Mais à appréhender ce travail de 9,5, de numéro 10, quel regard tu portes là-dessus sur l'évolution du 9? Quand tu as une formation que de numéro 9, c'est compliqué après de changer ses qualités. Après, il faut toujours s'adapter, mais c'est vrai que pour moi, un numéro 9, c'est un tueur. C'est pas un mec qui va venir faire le jeu au milieu du terrain. C'est un mec, quand il a un ballon dans la surface, il doit la mettre au fond, c'est tout. C'est vrai que maintenant ça a changé, il y a beaucoup de joueurs qui sont sur les côtés qui passent en numéro 9 ou des numéros 10 qui passent en numéro 9. Après je pense que c'est plus pour avoir plus la possession de balle. Et on voit aussi que maintenant même tous les joueurs sur le terrain peuvent marquer des buts. Alors qu'avant c'était rare
qu'un milieu de terrain y marquait ou un défenseur. Maintenant, je pense que ce soit un excentré ou un numéro 8, il marque beaucoup de buts. Je pense que le football a changé aussi. Quand on parle avec les observateurs du football, et notamment j'ai pu en parler avec M. Furlan, on en reviendra un peu plus tard, il me dit la première caractéristique qui ressort quand on parle de toi, c'est ta science de la lecture du jeu et de l'appel de balle. Pour toi, un bon appel de balle, c'est quoi les caractéristiques d'un appel de balle parfait? Déjà, c'est de partir en courbe et après de piquer au bon moment pour pas être hors jeu surtout. C'est surtout ça, mais bon, après, c'est vrai qu'il faut aussi avoir les joueurs pour pouvoir la mettre. Des fois, c'est pas évident parce que des fois, on va trop vite, des fois, on est trop lent. Du coup, il faut essayer d'avoir le bon timing pour recevoir le ballon dans la bonne zone. Est-ce que c'est un point précis de jeu que tu as voulu travailler spécifiquement sur l'évolution de ta carrière? Franchement, je vais être honnête avec toi, j'ai jamais travaillé ça. Je pense que ça c'était instinctif. Et comme j'aime bien apprendre juste en regardant les matchs, en regardant les joueurs de ma caractéristique, du coup, j'ai essayé peut-être de reproduire les mêmes gestes ou les mêmes courses. Du coup, c'était plus naturel qu'autre chose, c'était pas trop travaillé. Et pour toi, c'est uniquement juste de la lecture du jeu ou le besoin d'une connexion claire avec les fournisseurs de ballons? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est les deux. Il faut avoir la lecture du jeu pour comprendre déjà le jeu et pour essayer de trouver les espaces libres. Mais il faut surtout une connexion avec les passeurs, sinon ça ne sert à rien. J'en ai fait des appels dans le vent. Mais non, c'est sûr qu'il faut vraiment avoir une connexion et j'ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir jouer avec des Marama Veirua, Amalfitano. J'ai eu des Néné, j'ai eu des Verratti, j'ai eu un joueur qui est exceptionnel pour moi mais qui n'a pas fait la carrière qu'il devait faire, des Banega. Enfin, c'est prévu, t'inquiète pas. Il est exceptionnel ce joueur-là, mais c'était un régal pour moi de jouer avec des joueurs comme ça, avec Antoine Griezmann. Non, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec des très bons joueurs pour pouvoir me donner le ballon. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'appels dans le vent aussi. Un peu trop même des fois. Tu as appris à te construire des repères sur le terrain au fil de ta carrière. On dit souvent il y en a qui marquent beaucoup plus à domicile parce qu'ils repèrent une pub sur le côté, etc. Est-ce que toi, tu avais des zones où tu étais le plus à l'aise en entrée de surface Est-ce que tu as appris à construire cette sensibilité sur le terrain? Comme je t'ai dit avant, je suis quelqu'un d'instinctif et justement, quand je commence à réfléchir, c'est là où je suis moins bon. D'accord. Pour moi, je ne suis pas dans le calcul, on va dire. J'en énumère comme ça rapidement. Gourcuff, Simeone, Unai Emery, Ancelotti, Furlan, Jean-Pierre Papin. Tu n'as connu que des grands coachs. Lequel t'as le plus marqué et pourquoi? Si tu devais en ressortir un sur une idée de jeu, sur une causerie qui t'a marqué. C'est compliqué à dire parce que chacun sont très différents déjà et ont été importants pour moi. Franchement, d'en ressortir un, c'est dur parce que chacun a ses qualités. Chacun a ses défauts. Mais là où je me suis le plus épanoui, on va dire, c'est avec Gourcuff et avec Emery. C'est là où je me sentais bien et j'ai été performant avec eux, quoi. C'est ce que j'allais venir sur Christian Gourcuff parce que quand on parle à des coachs aujourd'hui, ou même des joueurs qui ont arrêté, qui sont passés sous Christian Gourcuff, ils sont marqués au fer rouge par ses idées de jeu, par sa manière de coacher. Écoute, quand je suis arrivé, déjà quand j'étais assez jeune en plus. Quand j'étais en contact avec Lorient, c'était pas ma première idée d'aller jouer là-bas. Et j'ai eu un coup de fil du coach et qui m'a dit, écoute, je vais te faire jouer pendant 10 matchs, même si pendant 9 matchs t'es nul et le 10e t'es bon, après tu continueras. Mais sache que pendant 10 matchs, tu auras ma confiance. Et quand tu as un coach qui te dit ça déjà, tu es beaucoup plus serein, tu peux travailler sereinement, tu peux être en confiance. Et du coup, c'est des choses qui rapprochent aussi. Et c'est pour ça que j'ai signé au FC Lorient. Et après, quand je suis arrivé, il y avait plein de trucs qui se sont mis en place. Je me rappelle, on était sur un ordinateur et il y avait ces points-là. C'est lui qui a inventé ça en plus. Chaque point avait 12 mètres d'écart entre chaque ligne. Et il fallait que tout le bloc se déplace ensemble sur les côtés, devant, derrière. Et même on travaillait aussi comme ça pour le physique, sur le terrain. Et du coup, après, c'est des choses que tu fais à l'entraînement et qui se ressent en match parce que c'est naturel. Du coup, tu as été bon sur ce fameux 10e match ou tu avais été bon dès le premier match? Écoute, j'ai été pré-saison compliquée parce que déjà, j'avais pas le permis, je passais le permis aussi en même temps.
Du coup, j'avais entraînement le matin, entraînement l'après, mais entre les deux, je faisais le permis. Du coup, c'était compliqué, mais après, je me suis mis en route parce que c'était une nouvelle ville, des gens que je connaissais pas, j'étais jeune, et t'as toujours un temps d'adaptation. Et en Espagne, Emery, Marcelino, Simeone, 3 coachs très importants de la dernière décennie en Liga. Du coup, je vais reposer la même question, mais si des points de jeu qui peuvent les lier les 3, ou au contraire, vraiment des philosophies de jeu très différentes. Parce que pour un attaquant, j'imagine que ça peut être bien d'avoir de la continuité tactique. Est-ce que sur ces 3-là, j'en ai pas eu là. T'en as eu, ouais, c'est ce que je veux dire. Les 3 étaient Quand tu passes différents. de Emery à Simeone. Les 3 étaient différents parce que déjà à Séville, on jouait avec un attaquant, avec un numéro 10 quand même assez proche. À l'Atlético, comme tout le monde le sait, beaucoup plus défensif. Et, ah bon et Marcelino, où là tu retrouves aussi 2 attaquants, un schéma de jeu que je connaissais aussi, que j'avais retrouvé à Lorient. Du coup, quelque chose que je connaissais, mais c'est surtout des coachs très très passionnés. Je pense qu'ils mangent, ils dorment, ils se réveillent, ils pensent qu'au foot. Les 3 coachs, et c'est vraiment des choses qui te transmettent dans une causerie avant les matchs pour essayer de motiver les joueurs, de motiver le groupe. Et quand je suis arrivé à Séville, je me rappelle de Emery qui me chope après 3-4 mois déjà à Séville et qui me dit, parce que moi j'avais pas l'habitude d'aller bosser en prévention en salle pour aller bosser pour préparer l'entraînement, tu vois. Et là il me chope et il me dit, écoute, là ce serait bien que tu commences à faire comme les autres, à aller en salle déjà pour prévention des muscles, pour que tu te sentes mieux, pour que tu progresses un peu plus et tout ça. Ça c'est des choses nouvelles aussi qu'un coach peut t'apprendre. Et c'était aussi une manière de travailler différente. Alors, je suis journaliste, tu me vois venir, Cholo Simeone, je veux forcément un souvenir, quelque chose qui t'a marqué, une causerie, une dinguerie de Simeone et que tu n'auras peut-être pas forcément raconté, mais qui te revient un peu à l'esprit sur une causerie. En fait, ce qui se transmet quand il est au bord du terrain, c'est pas du tout le même homme quand il est à l'entraînement ou avec les joueurs dans le vestiaire. C'est vraiment quelqu'un de passionné et qui vit les matchs. Je pense qu'il aimerait encore jouer au foot pour pouvoir rentrer sur le terrain pour aider l'équipe. Mais c'est vrai que quand il est avec son groupe dans le vestiaire ou à l'entraînement, c'est quelqu'un de très simple et très, très tranquille. Et c'est ça qui est fou. Parce que par contre, quand le démarrage du match commence, il se transforme. Après, c'est quelqu'un qui te transmet cette passion du foot, la passion aussi de te dépasser. Je pense que tout le monde le voit. Et dans une causerie, il arrive vraiment à te motiver, il arrive à trouver les bons mots pour que tu donnes tout pour le club. Mais ça te plaisait, toi, ce style Simeone ? Le style de jeu, c'est pas ce que j'apprécie le plus, mais bon, après, j'ai passé de très bons moments dans ce groupe-là. On avait vraiment un groupe de joueurs qui était génial. On a passé de très bons moments. On a réussi à gagner aussi l'Europa League. Et c'est vrai que des fois, il y avait des choses qui n'étaient pas trop compréhensibles. Je me souviens d'un match où, en Ligue des Champions, je crois que c'était Bayern Leverkusen, où je fais un match exceptionnel. Et il me sort à la 65e minute. Tu te dis, déjà, tu te poses des questions. Et en fait, c'est ça qui me gênait un peu, c'est que je sois bon ou pas bon, que je marque des buts ou pas, à la 60e minute, j'avais toujours cette peur de regarder le panneau et que ce soit mon numéro qui est affiché. Et du coup, c'est ça où j'avais le plus de mal à accepter quand j'étais là-bas. Cette question, elle est uniquement pour moi. Je suis suiveur marseillais. Comment dire, est-ce qu'il y avait déjà ce sentiment de gagner cette finale d'Europa League en 2018, les mots de Simeone dans le vestiaire avant de rentrer sur la pelouse face à... Non, après de toute façon il veut gagner tous les matchs, que ce soit à Marseille ou à un autre club. Il prend chaque match différemment et c'était surtout un match pour gagner un trophée. Et quand tu es joueur de foot ou entraîneur, je pense que tu donnes tout pour gagner, pour aller soulever ce trophée à la fin du match.
Mais il n'y avait pas de saveur particulière parce que c'était Marseille. Il n'avait pas ciblé spécifiquement Non, Zambo pas du Anguissa, ça n'avait pas de Non, pas pas du tout. spécifique. Lors de ton arrivée en Liga, est-ce que c'était rapidement devenu une étape indispensable pour toi dans ta carrière, vu ton profil d'attaquant? Est-ce que ça faisait partie de tes objectifs? Est-ce que tu t'es dit, là-bas, ça sera complètement différent et je peux devenir le joueur que je suis devenu aujourd'hui? Écoute, je t'avouerais que quand j'étais en France, l'objectif d'aller en Espagne, c'était pour un jour finir au Barça. Parce que ça a toujours été, je pense, un style de jeu que j'appréciais. Et du coup, il fallait quand même commencer dans un autre club espagnol. J'ai eu la chance de pouvoir jouer au FC Séville, qui est une ville magnifique, qui a deux clubs aussi magnifiques dans cette ville-là, plus le FC Séville que le Betis. Mais quand tu vas dans une ville comme ça et que tu rencontres des gens qui vivent pour le football, que ce soit des enfants, des adultes, des ados ou des grands-parents, tu te dis que franchement c'est vraiment une ville qui respire le football et qui donne envie de te surpasser pour ces gens-là, parce que je pense que pour eux c'est leur sortie de la semaine en fait, de venir au stade. Et du coup d'avoir découvert cette ville, c'est vraiment une chance pour moi et surtout aussi pour ma famille. Je pense que tout le monde a aimé ces années passées à Séville et c'est une ville qu'on n'oubliera jamais. En plus j'ai mon deuxième garçon qui est né là-bas, qu'on aura toujours un lien avec cette ville. Lors de ton arrivée à Séville, justement, il y a Monchi, un grand personnage du foot européen aujourd'hui qui compte énormément. Directeur sportif, il expliquait que ton transfert avait été l'un des plus compliqués à réaliser, qui te suivait depuis ton époque à Lorient. Explique-nous un peu les coulisses de ton arrivée à Séville, ta relation que tu as pu avoir avec lui, peut-être depuis Lorient. Écoute, j'avais déjà eu un rendez-vous avec eux, pas avec Monchi, mais avec quelqu'un de son staff à Lorient, où je l'avais vu dans une chambre d'hôtel et il m'avait sorti un ordinateur, il avait mis sur l'ordinateur il y avait toutes mes stats. Tout était calculé, tout était minutieux, tout était un mec qui s'y connaît vraiment, tu vois. Et du coup on fait le rendez-vous et après bon, je signe pas là-bas, tout de suite. Et après quand ils reviennent à la charge après mon passage à Paris, déjà, je regarde où c'est Séville parce que je ne connaissais pas du tout. Je me dis, putain, c'est loin quand même. Et après, c'est surtout, tu sens que depuis 2-3 ans, les mecs, ils te suivent et ils ont vraiment envie que tu viennes jouer dans leur club. J'ai eu 2-3 discussions avec Monchi, qui parle français, du coup, ça aide aussi pour pouvoir aller là-bas, qui m'a beaucoup plu. C'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le milieu du foot. Quelqu'un de vraiment droit, quand il dit quelque chose, il le fait. Et voilà, et après, je me rappelle, le transfert avançait très très doucement. Paris ne voulait pas me lâcher. J'ai essayé de faire le forcing pour qu'il me laisse partir. Parce que voilà, c'était bouché, il y avait Ibrahimovic, il y avait un autre attaquant qui allait venir, on sait que c'est Cavani maintenant. Du coup, voilà, je ne me sentais pas de rester pour jouer 10 minutes ou même pas jouer tout le week-end, quoi. Du coup, j'ai fait le forcing pour partir et je me souviens d'un soir où on était parti au Danemark ou je sais pas où, là, en stage. Et mon agent m'appelle et il me dit, écoute, normalement c'est bon, c'est fait, tu vas partir demain à Séville. Je fais ok, c'est bon, c'est nickel et tout, parfait. Je me prépare et tout et on échangeait avec Monchi par message. Et là, il m'envoie un message et il me dit, écoute, je suis désolé, ça ne pourra pas se faire, on n'arrive pas à trouver d'accord avec Paris. Et là, dégoûté, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Du coup, je passe ma nuit tranquillement et tout. Et le lendemain matin, au réveil, j'ai Olivier Létang qui vient me voir et qui me dit, écoute, prépare tes affaires, tu pars à Séville dans la foulée. Je dis, mais comment ça? Hier, Monchi m'envoie un message, il me dit, c'est mort, c'est fini. Et là, le lendemain matin, tu me dis, c'est bon. Et du coup, après, voilà, je suis parti à Séville, j'ai découvert la ville de Séville, j'ai découvert Monchi aussi. J'ai une très bonne relation encore au jour d'aujourd'hui avec lui et on s'envoie des petits messages de temps en temps. Et c'est un bonheur de travailler avec des gens comme ça parce que c'est des gens qui très respectueux et qui te respectent et c'est super important en tant que joueur. Il axait surtout sur des points de jeu. Sur des points de jeu et il est très porté sur la France aussi. Il aime bien les Français. On a vu qu'au FC Séville, il y a eu beaucoup de Français qui sont passés.
Et il arrive toujours à trouver des petites pépites. Alors on dit souvent que les coachs font progresser les joueurs, ça c'est leur travail, il n'y a pas de surprise là-dessus, mais est-ce que, tu en as parlé un peu tout à l'heure, des joueurs, toi, qui t'ont fait vraiment grandir techniquement, tactiquement, tu parlais tout à l'heure d'Ever Banega, je voulais en parler de ce joueur, tu en parles souvent dans tes interviews, mais là on va en prendre le temps d'en parler. Ça a l'air d'être un joueur, ça devait être un joueur fantastique, et même au quotidien, tu devais voir de sacrées belles choses avec ce joueur. Ouais, c'est comme je t'ai dit, tu crées des relations, tu crées des liens sur le terrain que tu peux avoir sur le terrain ou que tu peux avoir aussi dans le vestiaire. Je me souviens quand j'étais à Lorient où j'avais une relation particulière avec Marama Iverua, que ce soit en dehors et sur le terrain, c'était la même, on s'entendait super bien. J'avais une relation avec Amalfitano qui était sur le terrain très très bonne, mais en dehors, on ne se parlait pas. Je vais être honnête avec toi. Et on a appris à se connaître au bout de 3 ans, quand tous les deux on est partis. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une fois on s'est embrouillé, du coup on ne se parlait plus trop. Mais sur le terrain, on était tellement connectés sur le terrain que ça fonctionnait tout seul, quoi. Il pouvait fermer les yeux, il savait où j'allais. Et je savais que le ballon allait arriver ici, quoi. Et du coup, c'est des connexions comme ça qui ne s'expliquent pas. Des fois, tu peux la travailler et elle ne viendra jamais. Des fois, elle est instinctive. Et avec Ever Banega, je pense que pour un attaquant, c'est un régal. C'est vraiment un joueur qui est exceptionnel techniquement et que tout coach aimerait avoir dans son équipe. Après, il a peut-être eu des moments dans sa carrière où il a peut-être fait un peu le con, mais techniquement et footballistiquement parlant, c'est exceptionnel. Il me fait un peu penser à Verratti. Sur quel point, justement, tout à l'heure, tu disais il n'a pas eu la carrière qu'il devait, c'est surtout il n'a pas eu les à côté qu'il fallait, ou c'est sur le terrain, il est peut-être un peu des fois feignant, ou au quotidien, il ne faisait pas ce qu'il fallait. Sur quel point, et à côté, sur quel point il était très très fort? Après, je me souviens, il revient de vacances où il avait 5 kilos en trop. C'est des choses qu'il faut éviter, et du coup, des fois, avec le coach, il avait quand même une relation un peu compliquée des fois avec le coach. Et si tu as un coach qui te sac tout de suite, t'es mort. T'es mort. Et quand tu as un coach qui te connaît et qui sait comment tu fonctionnes, ils arrivent à s'entendre et tout. Et c'est peut-être ça, ce côté-là où il n'a peut-être pas réussi à passer le cap. Mais c'est vrai que sur le terrain, en termes de qualité, de possession, en fait, il arrivait à lui seul à mettre le rythme qu'il fallait dans le match, de ralentir le jeu, de pouvoir accélérer quand il fallait, de pouvoir calmer le jeu quand il fallait. Quand tu as un joueur comme ça dans une équipe, c'est exceptionnel. Parce que justement, rien que son jeu, il permet de réguler l'équipe en fait. Et dernière question avant de passer aux questions des supporters et peut-être des anciens coéquipiers et coachs. Tu as vu dans une interview que tu n'étais pas un mordu de foot en dehors de l'entraînement et des matchs. Est-ce que pour la suite de ta carrière, tu vas te détacher de ça? Comment ta relation avec le foot maintenant dans le dehors? Un mordu de foot quand j'étais pas dans le monde pro. Et après, dès que tu commences à être dans le monde, enfin pour ma part, dès que j'ai commencé à être dans le monde pro, tu bouffes beaucoup de foot et à un moment donné, tu as envie de te détacher aussi. Après, j'ai eu des enfants aussi très jeunes. Du coup, ça me permettait de faire d'autres choses. Maintenant, pour mon après-carrière, je t'avouerai que dans un premier temps, je pense que je vais me détacher un peu de tout ça parce que j'aurais envie de souffler, pas encore, pour tous ceux qui en doutent. Mais non, j'aurais envie de surtout avoir mes week-ends et de pouvoir faire un peu ce que je veux, de pouvoir aller voir les amis, aller voir surtout la famille qui m'a beaucoup aussi manqué durant ma carrière. C'est peut-être aussi pour ça que je suis revenu aussi en France sur ces dernières années. Et puis voilà, c'est des choses, je m'intéresse à autre chose en dehors du foot. On passe aux questions des supporters. Il y a un ancien coéquipier, un ancien coach à toi qui te pose une question. Là, c'est Racing Scope, pour bien épeler son pseudo. Quelle différence fais-tu entre la Méno aujourd'hui et la Méno que tu as connue en 2008? La Méno d'aujourd'hui est beaucoup moins hostile que la Méno d'avant. Après, c'est vrai que le club a connu des hauts et des bas. Ils ont été très très bas. Et depuis ce retour, ils ont créé un lien avec le public qui n'avait pas par le passé, quoi. Question de Pagistral. Penses-tu que le Racing puisse devenir un grand club européen? Écoute, on l'espère. On est là pour ça. Non, on essaye de. Pour ma part, je suis venu ici parce qu'il y a un projet sympa.
on va pas s'enflammer, mais je pense qu'avec avec la venue du coach, ça a permis aussi au club de pouvoir évoluer dans certains domaines. Et après, on essaye de faire partie peut-être du début d'une belle histoire. Benjamin Janton, Ah, que j'ai eu au téléphone. Il m'a dit, je c'est sais pas quoi te dire parce que je l'ai tout le temps au téléphone. Mais il m'a posé une question toute simple. Kevin, tu es revenu à Strasbourg, quand est-ce que tu reviens à Lorient? Quand je viendrai jouer le retour, le match retour. J'ai pas eu la chance de pouvoir jouer contre eux il y a 2 semaines. Mais non, ce sera avec plaisir de pouvoir rejouer au Moustoir et surtout revoir les amis à Lorient, quoi. Et jouer à Lorient, ça pourrait être... Jouer à Lorient, ça peut être faisable, mais c'est compliqué. Non, après, voilà, on va dire qu'on est plus en fin de carrière qu'au début de la carrière aussi. Et je me sens très bien pour l'instant ici à la Méno. Alors Jonathan, qui est un supporter de Séville, qui a remarqué que tu as la caractéristique d'avoir pris un triplé de Messi et un triplé de Ronaldo, un en 2013 et un en 2014. Quel joueur t'a le plus marqué, la plus grosse impression? Franchement, très très compliqué à dire. C'est dur de faire un choix parce que quand tu vois jouer Messi, c'est exceptionnel, et quand tu vois jouer Ronaldo, c'est exceptionnel. Mais les deux ils sont complètement différents en fait. Et pour ma part, les deux m'ont impressionné de la même manière. Mais là, tu vois que Ronaldo, partout où il est passé, c'est quand même quelque chose, quoi. Et pourtant, j'étais plus pro Messi que pro Ronaldo. Mais il n'importe que le respect à Ronaldo, parce que partout où il est passé, il a marqué des buts. Et la dernière question, c'est monsieur Jean-Marc Furlan, qui a été très élogieux quand on a parlé de toi. Il avait le premier souvenir qu'il a eu quand on a parlé de toi, c'est que tu faisais partie de ces premiers joueurs que lui il a connus à faire un deuxième entraînement après l'entraînement, à prendre 2-3 joueurs, 20-25 minutes. Il y a Jean-Pierre Papin qui me disait ça aussi. Et puis 20-25 minutes, des répétitions, de la gamme, de la volée devant la cage. Est-ce que c'est ça, il y aura une deuxième question après de Jean-Marc, mais est-ce que c'est ça qui a été le pilier de ta carrière, c'est-à-dire ce surplus de travail et de toujours travailler devant la cage, devant la cage, devant la cage? Je pense que déjà c'est un plus pour tout attaquant parce que tu es obligé de revoir tes gammes. Et après, c'est quelque chose que j'aimais. Pour ma part, quand tu fais un entraînement, je préfère attendre ces 20 dernières minutes pour marquer des buts que de faire de la tactique. Du coup, des fois, je prenais plus de plaisir à la fin de l'entraînement en étant tout seul ou à 2-3 pour pouvoir finir que durant 1 heure, durant tout l'entraînement. Mais non, c'est sûr que voilà, quand tu révises tes gammes, quand tu arrives devant le but, tu ne réfléchis pas, tu as juste à placer le pied, tu sais comment le placer, tu sais à quelle vitesse arriver. Et c'est une chose qu'il faut travailler, que ce soit quand tu es attaquant ou quand tu es défenseur ou milieu de terrain. Chacun peut travailler d'une manière différente, mais c'est vrai que pour ma part, moi j'aime bien rester à la fin des séances pour pouvoir travailler. Mais dans beaucoup de clubs, des fois on ne me laissait pas parce que ça faisait peut-être trop de charge de travail. Et il voulait savoir aussi ce qu'a apporté l'Espagne dans ta vie de professionnel et dans ta construction d'homme. Ça t'intéressait énormément. Ça m'a beaucoup appris. Très amoureux de l'Espagne, Jean-Marc. Oui, que ça soit moi, que ce soit ma femme, mes enfants. Comme je t'ai dit, j'ai mon deuxième qui est né là-bas. Du coup, on aura toujours un lien spécial avec l'Espagne. Après, j'ai passé 8 ans en Espagne, la moitié de ma carrière de footballeur. Du coup, pour moi, en termes de football, c'était le meilleur choix que je pouvais faire. Et je me suis beaucoup épanoui au niveau du football et au niveau de la vie. Quand tu as le soleil tous les jours au matin, tu as déjà la banane et tu es déjà de meilleure humeur. Et du coup, c'est quelque chose c'est une chance. C'est une chance pour moi d'avoir découvert ce championnat-là. Merci beaucoup, Kevin. C'était top. J'espère que tu as passé un bon moment et puis on te souhaite une bonne fin de saison.